Bonjour, bonsoir. Alors, petite vidéo aujourd'hui où je vais laisser Malraux et Goldman interpeller les techniciens et les ingénieurs, et plus généralement les couches moyennes salariées. Alors, on va commencer tout de suite avec André Malraux. Et donc, je vais vous parler, je vais même citer directement un passage d'André Malraux, issu du roman L'Espoir, qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Alors juste un petit rappel, on est en pleine guerre civile espagnole, on est en 1936, on est en pleine guerre entre les partisans de Franco et les républicains, et entre les balles, entre les bombes, on discute. On discute de la révolution, on discute politique, et donc on va aller tout de suite dans un dialogue écrit par Malraux, et comme ça je pense qu'on va comprendre un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre dans cette vidéo. Donc, dialogue direct. Pourquoi êtes-vous révolutionnaire, Magnien demande Valado. Et la réponse de Magnien. Oui, j'ai dirigé beaucoup d'usines. Un homme comme nous, qui a toujours été intéressé par son travail, se rend mal compte de ce que c'est que passer une vie entière à perdre 8 heures par jour. 3 points de suspension. Je veux que les hommes sachent pourquoi ils travaillent. Euh, Là, je sors du passage de Malraux. Imaginez-vous, on est dans le RER, je me dirige vers mon lieu de travail, et je lis ça, je lis ce livre. Ça fait quelque chose, hein. Donc je répète, hein. Un homme comme nous, qui a toujours été intéressé par son travail, se rend mal compte de ce que c'est que passer une vie entière à perdre 8 heures par jour. Je veux que les hommes sachent pourquoi ils travaillent. Ok, on continue. Donc là, cette fois, c'est le narrateur qui continue. Zambrano pense que les possesseurs de l'Espagne sont dans leur ensemble incapables de faire marcher leurs entreprises, qui sont entre les mains des techniciens. Et que technicien, il préfère travailler pour la collectivité de l'usine que pour son propriétaire. C'est aussi ce que pensent Jamie Alvear et presque tous les techniciens de gauche. J'arrête là la citation. Donc là, on remarque quand même un petit flottement entre le mot possesseur et propriétaire. On avait vu dans une vidéo précédente qu'il fallait faire une distinction entre possession et propriété. Et là, on voit qu'on glisse des possesseurs de l'Espagne aux propriétaires privés de l'usine. Mais peu importe. Là, ce qui compte, ce qui est mis en exergue là, ici par Malraux, c'est que les travailleurs veulent travailler pour la collectivité de l'usine. Pour tous les travailleurs, en fait, au nom du collectif. Donc peu importe que ce soit un possesseur ou un propriétaire privé, ils veulent travailler pour le collectif. Alors juste pour l'anecdote, on va juste, je vais vous parler de ma situation en tant que lecteur dans le RER qui se dirige vers son lieu de travail. Il m'est arrivé aussi un matin où je me suis tombé sur une brochure qui m'a été, donnée à mon bureau, celui que EDF a bien voulu m'octroyer en tant que prestataire. Et dans cette petite brochure, on parle de risques psychosociaux. D'accord. Et on est attaqué très vite par 3 mots anglais. Vive la France, vive le français, vive la francophonie. Donc il y a 3 mots. Le burn-out, le bore-out, le brown-out. Donc le burn-out, épuisement émotionnel, cynisme vis-à-vis du travail, diminution de l'accomplissement personnel au travail. Ah, le développement personnel. Le bore-out, l'ennui au travail. Le brown-out, sentiment d'absurdité des tâches à accomplir, absence de finalité. Tiens, voire d'utilité de son travail. Donc absence de finalité et d'utilité de son travail. Bon, je vais mettre un voile pudique bien sûr sur le fait, sur mes choix plutôt, enfin comment dire, plutôt sur le jugement que je peux porter sur mon travail, hein. Mais je vais me permettre quand même cette petite digression. Si développement personnel il n'y a pas, c'est bien plus parce qu'on crève d'érosion politique. Parce qu'il y a un problème d'érosion politique et qu'il y a une, une crise du sens, mais d'un point de vue politique, plutôt qu'à l'échelle individuelle, hein. Mais bon, restons-en là, vive le développement personnel. Le passage de Malraux donc, me fait penser à un autre passage de Goldman qui lui aussi
interpelle les techniciens et les ingénieurs. Donc c'est un livre, c'est un texte donc, que je vais vous citer aussi et qui vient de ce livre, donc Épistémologie et philosophie politique, sous-titre Pour une théorie de la liberté. Parce que bien sûr, la question c'est la liberté. On est parti. Je crois que la couche des techniciens, des ingénieurs et des cadres représente le rouage essentiel de la vie sociale et économique, et aussi de l'espoir d'avenir. Ce groupe est aujourd'hui placé devant deux éventualités d'évolution, dont l'une serait effrayante pour tous ceux qui sont attachés aux valeurs culturelles de la tradition judéo-chrétienne et socialiste, ainsi qu'à l'idée d'humanisme, alors que l'autre représente un espoir pour des millions de gens comme vous, comme nous, car je suis aussi un technicien de la recherche et de l'enseignement. Donc c'est Lucien Goldman qui parle à ce moment-là. Et moi aussi, votre humble serviteur, je m'inclus aussi dans ce groupe de techniciens et d'ingénieurs. C'est en ce sens qu'il faudrait peut-être réfléchir et penser que le problème de l'avenir historique dépend dans une grande mesure de ce que seront les nouvelles couches moyennes salariées. Donc je m'inclus là-dedans. C'est dire que la question que l'on m'a demandé de traiter est celle de savoir si les sciences humaines doivent être philosophiques pour être positives, ne comporte pas de réponse simple par oui ou par non. Je dirais encore aujourd'hui oui si l'on veut comprendre la réalité, car il existe une éventualité, un risque d'évolution technocratique. Alors, dans une vidéo précédente, Rimbaud-Marx, je parlais de néopositivisme technocratique. Et bien là, on est en plein dedans. Donc, il parle d'une dérive, là, d'une éventualité qui pourrait s'affirmer de plus en plus. Un risque d'évolution technocratique tel que l'homme devienne un simple exécutant, que la liberté diminue au point de disparaître, sauf pour une petite couche d'hommes entre les mains desquels se concentreront les décisions. Dans cette éventualité, il suffira de faire une photographie instantanée de la réalité sociale pour établir une constatation valable dans la mesure où les choses resteront inchangées pendant de longues années. Donc on est dans l'invariant. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'émancipation, il n'y a plus de combat, vers une libération. On est dans une société pyramidale, stratifiée, hiérarchisée, et on ferme sa gueule. Et notre rôle est celui d'un simple exécutant. Prise de décision, zéro. D'accord. Les sciences humaines pourront dans ce cas être positivistes, sans pour cela perdre leur caractère scientifique, bien sûr. Tout est bloqué, tout est déterminé. Ok, on peut être scientifique, pas de problème, on peut être positiviste. Au contraire, si l'homme assure son développement réel, et là on n'est plus un rouage, on n'est plus un simple exécutant, on parle de l'homme, un développement réel de l'homme, et sauvegarde sa liberté, donc qui dit homme dit liberté, la société deviendra de plus en plus une société d'hommes libres. Et l'on ne pourra faire des sciences humaines que dans la mesure où elles seront profondément et essentiellement philosophiques. Donc la philosophie s'attache à la liberté chez l'homme. Voilà, j'arrête là la citation. Je pense que le message a été transmis. À bientôt.